Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Je jouais comme ça sous le préau. J'étais goal volant. Je l'ai été dans les équipes de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Quand j'avais une équipe forte en face, je me mettais dans les buts pour toucher les ballons. Et quand j'avais une équipe faible en face, je jouais devant pour toucher les ballons aussi. Donc ça, c'est une question d'état d'esprit. J'en reviens à ce que je te disais. Le football est avant tout un jeu. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour clôturer cette saison 3 de La Voix des Gardiens, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le seul gardien français à avoir gagné les 3 plus grands trophées possibles, Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions. Mais au-delà des trophées, il a surtout marqué sa génération et beaucoup de jeunes gardiens par ses parades, son attitude, son caractère, son anticipation et son jeu au pied. Bonjour Fabien Barthez. Oui, bonjour Alexandre. Ton style à Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester, Nantes et en équipe de France a construit la carrière qui a fait de toi le meilleur gardien du monde à une époque. C'est tout ton parcours qu'on va retracer individuellement et collectivement, et puis on parlera des gardiens d'aujourd'hui et de l'évolution du poste et de la formation, parce que je sais que ça te tient à cœur. On terminera par cette partie, mais première question, je la pose à tous les invités, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2025 ? Je pense qu'un bon gardien en 2025, comme en 1958 ou 1960, quand tu veux, c'est avant tout, et là je reprends aussi les termes d'un gars qui a tout gagné, Iker Casillas, c'est avant tout, c'est donner confiance à son équipe. C'est avant tout ça, un grand gardien. Après, il y a différentes philosophies de jeu, différentes techniques, c'est multiple, mais c'est avant tout donner confiance à son équipe. Au-delà des arrêts qu'on peut faire, au-delà de toutes ces choses-là, c'est de rassurer sa défense. Complètement. C'est cette fameuse confiance. C'est pour ça qu'on est beaucoup, chez les gardiens, on parle énormément de confiance, parce que c'est un poste qui, contrairement à un joueur de champ, peut récupérer le coup, peut faire par un effort physique, mettre beaucoup d'intensité, récupérer le coup, peut, on va dire, durer un match géré. Alors qu'un gardien, absolument pas, quoi. Un gardien ne peut pas tricher. Et ton regard sur les gardiens actuels, quand tu vois les gardiens de 2025, est-ce que tu trouves que l'évolution du poste ces dernières années, elle est positive ? Absolument pas. Non, je trouve que l'évolution du poste n'est pas du tout positive parce que ce sont tous les mêmes quelque part. Je pense que 90% des gardiens se ressemblent, ils jouent tous de la même façon. Et alors que c'est pas ça, un gardien, comme je dis, doit amener de la confiance, doit être décisif, et quelle que soit sa façon de jouer, sa façon de percevoir le poste, et voilà, il y a plusieurs façons pour ça, et le problème c'est qu'en ce moment il y en a qu'une, et ça me dérange énormément parce que voilà, c'est des critères juste de taille, alors qu'un gardien ce n'est absolument pas ça. Et le sport n'est pas ça non plus, quoi. Le sport, c'est pas ça. Le sport, c'est avant tout déjà le plaisir. Énormément de plaisir. C'est du jeu. Il faut pas oublier que le football, avant tout, reste un jeu. Donc, il faut être joueur, dans l'âme.
Et ensuite, il y a un sportif, c'est la vision, c'est l'anticipation, c'est la lecture du jeu. C'est différents paramètres qui font qu'un gardien peut être professionnel. Donc ça me dérange énormément de voir mettre un gardien de 1m83 qui soit pas professionnel, que ce soit en première ou seconde division. Et est-ce que tu penses, toi, du coup, que tu aurais pu faire carrière en 2025 avec ta taille? Tu fais 1m80? Ouais, j'aurais pu faire carrière. Tu penses? Ouais, Même au centre de formation, il n'y aurait pas eu ce critère Ah, peut-être, oui, mais bon, je pense que j'aurais pu peut-être être joueur de national. Ouais. Oui, voilà. Tu aurais pu, pas forcément gardien, mais tu aurais pu... Voilà, on m'aurait coupé les jambes d'entrée. Non. Et quand vous voyez qu'en 2025, un gardien qui joue à Champions League, la finale de Champions League, de 1m83 à 38 ans, donc c'est là que je me dis qu'il y a vraiment un gros souci, parce qu'on bloque sur des gardiens de 1m96, donc où ils sont? Il n'y a pas un gardien de 1m96 capable de jouer à l'Inter de Milan. Non, il se fait bouffer la place par un mec de 38 balais de 1m83. Donc quelque part, il y a un souci. Et puis le Bayern, quand il cherche à remplacer Neuer l'année dernière, ils vont le chercher, ils vont le chercher à lui. Ils vont le chercher lui. Donc c'est qu'il y a un souci quelque part. Est-ce que le fait de grandir tardivement, toi, ça a un peu influencé ton style, le fait d'anticiper, de jouer un peu plus haut et pas forcément de rester sur ta ligne? Non, absolument pas. Ça, c'est qu'une question d'état d'esprit, c'est qu'une question, ça tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Ça s'apprend pas, tu l'as en toi. Et on va dire, je jouais comme ça sous le préau. J'étais goal volant, ça s'appelait comme ça avant. Je l'ai été dans les équipes de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Comme je te disais tout à l'heure, quand j'avais une équipe forte en face, je me mettais dans les buts pour toucher les ballons. Et quand j'avais une équipe faible en face, je jouais devant pour toucher les ballons aussi. Donc ça, c'est une question d'état d'esprit. J'en reviens à ce que je te disais. Le football est avant tout un jeu. Donc il faut être, c'est pas une obligation, mais je veux dire... Voilà, avoir l'âme d'un joueur de football, joueur de pétanque, joueur de cartes, il faut aimer le jeu. Et j'en reviens à la plupart des gardiens actuellement ne sont pas joueurs dans l'âme, quoi. Ouais. Ce sont quelque part des robots qui subissent énormément, on le voit par leur placement. Moi, quand je vois des gardiens qui ont les pieds derrière la ligne de but, je me dis mais comment c'est possible? Ça existe. Et on en voit de plus en plus, et ils subissent, ils font les mêmes gestes, donc j'ai envie de dire aux attaquants, les gars, regardez quoi, ils ont toujours un genou par terre, ils sont morts, c'est fini. Ouais, ça, on parle de la croix, là, avec ces gardiens qui viennent en face à face en faisant la croix. Voilà, quand tu fais la croix, t'espères qu'une chose, c'est que le ballon te touche quelque part, mais tu fais pas le jeu, il y a pas un duel psychologique avec l'attaquant. Tu le fixes pas droit dans les yeux, tu le fais pas douter, tu l'amènes pas d'un côté, il y a rien. C'est le mec qui se pose, les bras en croix. Donc ouais, j'ai envie de dire à tous ces entraîneurs de centre de formation, allez dans le basket, quoi. Allez chercher des mecs dans le basket, vous allez voir, ils font 2m10, et peut-être que les croix marcheront un peu plus. Ouais. Et toi, justement, ce duel-là, quand tu parles de duel avec l'adversaire, c'est ça qui te plaisait, le fait de, quand tu étais en face à face ou sur des pénaltys, c'était d'un moment donné d'avoir un duel avec dans le regard. Donc le pénalty, pas spécialement, parce que ça, le pénalty, moi, c'est un truc, on va dire, si tu l'arrêtes, c'est parce que le mec a mal frappé pour une finale, c'est pas toi qui fais l'exploit. Mais après, tout ce qui est en termes de duel, de 1 contre 1, de jeu, moi, c'est ce qui me plaisait, ouais. Parce que t'essayais d'amener le mec d'un côté, t'essayais de le faire frapper d'un côté, tu le fixais parce qu'on se fixait dans les duels avec les mecs. T'essayais de rester le plus longtemps sur tes appuis pour pouvoir réagir. De temps en temps, tu faisais des coups de bluff ou t'anticipais. Il y avait des tas de choses, quoi. Et concernant ton enfance, tu parlais que tu es devenu gardien de but parce que tu voulais toucher des ballons dans les matchs où il y avait un fort adversaire. Et en même temps, tu jouais aussi au rugby. Parle-nous un peu de ce moment-là dans ton enfance où tu avais les deux sports en même temps. On est dans le sud-ouest ici, donc c'est une terre de rugby. Puis ça fait partie aussi de mes origines. Mon père était rugbyman, quoi. Il faisait aussi du foot. Mon grand-père était rugbyman. On est une ville de rugby. C'était simplement le jeu, quoi.
Tu sais, les périodes de Roland-Garros, je me faisais mes petits tournois de tennis, je jouais au tennis aussi. Donc j'ai toujours aimé les jeux, quoi. Aimé les jeux. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'avais jusqu'à l'âge de 15 ans que je viens sur Toulouse. J'avais une licence au foot et une licence au rugby, quoi. Et tu faisais les matchs de... Et je me débrouillais quand ça... La priorité restait le foot quand même, hein. Mais je me débrouillais quand ça pouvait le faire. Je pouvais faire un tournoi de foot le samedi matin, le samedi après-midi, aller faire le tournoi de rugby. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir cette couverture d'espace au rugby, le fait de pouvoir se déplacer ballon à la main, de juger l'espace différemment, ça a pu te servir après quand il fallait se déplacer dans ta surface ou même à l'extérieur de ta surface? Est-ce que c'est indirectement, tu penses que Non, ça... je pense que c'est des choses innées, ça. Tu ne travailles pas spécialement, tu l'as en toi, quoi. Et c'est parce qu'une prise de balle d'un ballon de rugby, une prise de balle d'un ballon de foot n'a strictement rien à voir. Frapper dans un ballon de rugby, un ballon de foot, ça n'a strictement rien à voir. Une passe de, je sais pas moi, de 20 mètres ou de 15 mètres au rugby pour sauter des mecs, ça n'a rien à voir avec une relance à la main. Je pense que c'est juste, voilà, c'est... Voilà, merci papa, merci maman, c'est les gènes. C'est dans les gènes. Voilà, c'est comme la plupart des sportifs, voilà, il y a des dons, il y a de la génétique. Et moi, j'avais ce truc avec, je pense, une de mes qualités principales, c'était la vision. Donc, ce qui faisait que, voilà, je voyais un peu le jeu avant les autres, quoi. On va parler maintenant de tes débuts à Toulouse. C'est Libo qui te repère à l'âge de 12 ans. Comment ça se passe, cette découverte du monde professionnel? Toi, tu disais que tu jouais pour le jeu. Enfin, club professionnel. Mais est-ce que tu comprends que ça peut devenir sérieux à ce moment-là? Est-ce que c'est encore pour le kiff? Non, déjà, il me repère à l'âge de 12 ans dans un tournoi interdistrict à Eauze, dans le Gers. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je jouais avec le département de l'Ariège. Je devais faire 1m40. Et là, il me repère. Et pendant 3 ans, j'ai mon père qui avait un magasin de sport à Lavelanet, recevait 4-5 appels de centres de formation. Ok. Voilà, que ce soit... Il y avait Toulouse, il y avait Rennes, il y avait... je sais qu'il y a eu Monaco aussi. Et pendant 3 ans, j'avais tous les ans centres de formation qui me demandaient. Mon père leur disait, il a le temps. S'il est bon à 12 ans, il sera bon à 15 ans. Donc... Message aux parents qui aujourd'hui pensent qu'à... C'est tout l'opposé maintenant. Voilà, c'est tout l'opposé. Donc c'est ce qui détruit les gamins aussi. Et il s'avère qu'à l'âge de 15 ans, donc je suis parti sur Toulouse avec 2 ans de préformation et ensuite je suis rentré au centre de formation. Le centre de formation, et puis après tu es 3e gardien dans le groupe professionnel. Je suis 3e gardien avec, je rentre en stagiaire pro, on appelle ça, j'ai quoi, 19-20 balais, ouais. Y a Robin Huc, Olivier Pédemas et moi. Et donc il s'avère que Robin se blesse et Robin se blesse et je rentre et Victor Svenka décide de me faire jouer. Pour ton premier match à Nancy? Pour mon premier match à Nancy, ouais, où je prends un but de... je sais pas moi, de 40 mètres à peu près, ouais, de David Zitelli. Ouais. Il avait une patte gauche terrible et moi j'avais les mains complètement tétanisées. J'ai passé les 10 premières minutes de ce match comme dans un cauchemar. Tu sais, tu fais des cauchemars des fois où tu as les mains attachées, où tu n'arrives pas à courir quand on te poursuit. Ouais. Tu vois, et ben moi ça a été exactement ça. Ah ouais. Et il s'avère que ce but m'a libéré. Ok. Ce but m'a libéré. Je me suis dit, bon allez, tu y es quoi. Et derrière, je fais une deuxième mi-temps, mais je m'éclate, quoi. Et est-ce que c'était quoi? C'était la tension de ton premier match en pro? Ouais, premier match en pro, la tension, le truc, je sais pas, il fallait y passer, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, tu sais, tu joues... Ouais, c'est la première fois en pro, pendant 10 minutes, ça m'a... Ouais. Mais je le savais à l'échauffement, hein, déjà. J'arrivais pas à lâcher le truc. Et t'étais reparalysé dans d'autres matchs après, ou c'était la seule fois? Ça a été fini.
Même dans tous les ans de gros matchs que tu as joué. Ouais, après, plus c'était gros, plus c'était mieux. Et par rapport à cette saison-là à Toulouse, donc tu es numéro 3, tu deviens numéro 1 à un moment donné, et puis l'année d'après, tu signes à Marseille. Tu es encore un très jeune gardien, tu es en 92. T'impressionnes Bernard Tapie dans un match contre Marseille. Et tu fais le choix de partir à Marseille, qui est déjà une grande équipe en France au moment-là. Il y a Pascal Olmeta. Est-ce que le choix, il est facile? Je veux pas le faire, je veux pas y aller. On va dire, ça a pris, ça n'a pas pris 20 ans de réflexion, ça a pris 2-3 heures. Hein. Mais au départ, moi, je savais que j'allais être titulaire en première division à Toulouse, donc je voulais jouer en première division. Et il s'est avéré que mon père, en parlant avec mon père, vu le montant du transfert, à cette époque-là, ça avait été le plus gros transfert d'un gardien. Ok. Et mon père me dit, écoute, s'ils mettent autant sur toi, c'est que fais ce qu'il faut et travaille, et puis tu vas être au contact de grands joueurs. À cette époque-là, Marseille, c'était le PSG de maintenant. Quoi. C'est vrai. On va dire l'équipe, c'était l'équipe de France, pratiquement. Oui. Puis c'était l'OM, quoi. C'était numéro 1. Et donc tout ça a fait que j'ai dit, allez, go, on file. Et là, tu débarques c'est un autre monde. Dans un autre monde. Et donc, Pascal Olmeta est le gardien numéro 1 à ce moment-là. Vous êtes un peu... il le racontait dans ce podcast quand il était invité. Vous êtes tous les deux, ça se passe très bien. Entre les deux hommes, ça se passe très bien. Et puis, il y a un moment un peu bascule, et pour l'un et pour l'autre, c'est ce match à Glasgow. Ouais. Où toi, le président Tapie pense que tu rates ton match alors que toi tu penses l'inverse. C'est ça. Raconte-nous un peu ce match, cette bascule dans cette saison-là qui mènera au titre de champion d'Europe après. Mais il y a ce moment-là un peu bascule à Glasgow. Mais il y a ce moment-là où, si tu veux, après un match à Lens, c'est Bernès et Gotels qui m'appellent et qui me disent tu vas jouer, donc je rentre dans l'équipe. Et puis il y a ce match à Glasgow. Avec la pluie, c'était vraiment à l'ancienne, comme on dit. Un match à l'Écosse. T'avais attelé, ça rentrait dedans, et donc moi, ça avait été un match de duel aérien, en fait. Et je sais que sur ce match, les 2 seules fois où je sors pas, les deux seules fois, il y a but. Donc moi, j'avais l'impression d'avoir fait un match solide, quoi. Mais d'après les autres, ça n'allait pas. Donc, et là, le vendredi soir, ils me disent, la veille du match, on recevait Caen le lendemain. Ils me disaient, bon, t'es fatigué, t'as mal derrière la cuisse, c'est Pascal qui reprend sa place, tu vois. Moi, comme un jeune con, mais non, j'ai pas mal. Bon, mais t'as pas compris. Ok, c'est bon. En fait, c'était une fausse blessure. Ok. Et il s'avère que malheureusement pour lui, Pascal, le soir même, donc Pascal récupérait sa place, et Pascal, le soir même, se pète le péroné, quoi. Se fait une fracture du péroné. Et donc tu reprends ta place. Je reprends ma place, quoi. Dans cette saison-là, qui se finira par la finale de Coupe d'Europe, Jérôme Alonso dit que lui, ce qu'il a marqué, c'est que quand il te voit en 93 en finale de Coupe d'Europe, lui, il a ce souvenir que 2 ans avant, vous jouez l'un contre l'autre en DH avec les réserves, lui à Nice et toi à Toulouse. Est-ce que toi, tu as le sentiment, quand tu joues cette finale de Coupe d'Europe, que ça va très vite, que 2 ans avant, tu étais en DH Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que tu n'as pas le temps, parce que je pense que tu as 20 balais. Et tu es dans ton truc, et ça va tellement vite que tu joues. Moi, j'étais plus dans... me retrouver en finale d'une Champions League, effectivement. 2 ans avant, j'étais au centre de formation avec les potes, on les a regardés à Paris, et là je me retrouve avec eux. Je regarde Baresi dans le tunnel, comment il est, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est comme si... Voilà, je regarde Van Basten, je suis plus en train d'observer, on va dire, des idoles. Et en même temps, je suis dans son truc où c'est pas de la... Comment dirais-je, c'est pas d'être fanfaron ou quoi que ce soit, hein, mais quelque part, c'est un peu... Je vais vous montrer, quoi. Puis c'est un stade magnifique, t'as les belles tenues toutes neuves, voilà, c'est un rêve de gosse, quoi. Mais en même temps, je suis
Je suis dans le jeu avant tout. C'est l'amusement quelque part, quoi. C'est le jeu. Et est-ce qu'à un moment donné, sur ce match-là, tu te dis qu'il va être long? Quand on voit le début du match et le nombre d'occasions qu'il y a de la part du Milan. Ouais. Non, je me dis pas ça. Au contraire, je m'éclatais, quoi. Ouais. Je me disais pas, il va être long, il va être... non, j'étais pas là-dedans, quoi. J'étais vraiment j'étais dans mon élément, quoi. T'étais encore un enfant qui, Ouais, dans ta tête, qui jouait une finale. Dans son bocal, là, Ouais. tu vois. J'étais bien, là. J'étais dans mon monde. Ouais. En fait, j'étais moi, quoi. Parce que si tu veux, pour moi, un stade, des vestiaires, c'est là où je me sens moi, quoi. Où je me sens libre. Et à aucun moment, dans les quelques jours où vous étiez ensemble en préparation, en mise au vert, à aucun moment t'as ressenti une pression, t'as 22 ans à ce moment-là, de jouer une finale des champions dans les jours avant Et c'était chouette, tu pars avec l'équipe, tu pars avec les pros, tu te fais une semaine de prépa, là, on était au fin fond de je sais pas d'où, là. T'es avec les pros, t'as les soins tous les jours, c'est pro, quoi, Ouais. tu vois, c'est l'éclate. Tu vois, t'as les repas bien faits, t'as les soins tous les jours, les entraînements tout bien calés. C'est merde, c'est que du bonheur, quoi. et même la nuit avant. Et même la nuit avant, tu dors pas la nuit avant, mais je l'ai fait ça pendant 30 ans. Tu connais un sportif, toi, qui dort la nuit d'un événement? Et non, il dort pas. Parce que je pense qu'on est déjà dans une forme de concentration. Parce qu'on se fait des images. Mais d'où vient cette tranquillité que t'avais avant les Mais matchs j'ai pas de tranquillité. J'ai jamais eu de tranquillité. ou apparente? Non, c'est pas ça. C'est que je me sentais moi. Ouais. On va dire, c'est moi, un vestiaire et un terrain, je me sentais chez moi. Et la pression, je l'avais. Ouais. Voilà. Et ce qu'il y a, il faut savoir. Et ce qu'il y a, le fait d'être sur un stade, on va dire, j'ai plus la pression quand je regarde un match de foot que quand je suis sur le terrain. Et la plupart des sportifs te le diront, c'est plus facile sur le terrain. Tu le sais toi aussi, hein, tu l'as été. Et après, le fait de me retrouver dans le vestiaire, de te préparer, de savoir que tu avais tout ce qu'il fallait et tout, pour moi c'était l'éclate. C'est pour ça peut-être que j'avais ce truc de... C'était pas être je m'en foutiste. Parce que je détestais perdre. Ouais. Oui. Et encore aujourd'hui, et même à l'entraînement, à chaque entraînement, c'était des engueulades. Non, c'était pas dans le sens où au mieux je la gagne, au mieux je la perds. Non, c'était je vais m'éclater, quoi. Et je vais gagner, s'il y a un duel qu'il faut péter dans les jambes, je vais tout faire voler, Ouais. quoi. Ton arrêt le plus marquant sur cette finale, parce que j'ai revu le résumé pour préparer cet entretien, il y en a plusieurs. C'est lequel pour toi, celui qui te marque le plus? Ah ben moi c'est quand je reste debout sur la frappe en pivot là de Van Basten. Il y a celle-là, il y a celle de Massaro aussi, où le ballon me frappe la main. Tu sais ces arrêts là des fois où tu sens que le ballon te frappe la main, mais c'est pas comme si tu avais mis le ballon sur la main tellement ça allait vite. Ouais. Ça te l'a déjà fait? Tu sors la main puis le ballon il tape et... Bam, il touche. Ouais. Et la main elle a pas bougé. Mais après, je pense qu'il y a une action qui est assez sympa parce que si on ne sait pas, tu vois, le truc c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais pour moi, chez un gardien, je vais en parler maintenant à 53 ans, hein, c'est bon, il y a prescription, Ouais. on a passé l'âge. C'est sur une sortie que je fais en deuxième mi-temps, sur une sortie au point, je crois que c'est sur la tête, c'est sur Van Basten, je lui prends le ballon sur la tête. Il est au niveau entre les 6 mètres, je crois, à peu près vers les 6 mètres. C'est un peu flou. Hein. Mais quand même, cette sortie, si je ne sors pas, je ne sais pas ce que ça aurait donné derrière. Et ça, pour moi, la différence, elle est là. Quelque part, c'est un gardien. Quoi. Parce qu'après les arrêts, on sait un peu tous les faire. Hein. On sait tous les faire, les arrêts. Alors justement, si globalement les gardiens, on sait tous les faire à haut niveau, ils ont tous la technique de le faire, qu'est-ce qui fait que un gardien va le faire et pas un autre? Toi qui en as fait, justement L'événement, ne pas subir, garder toujours sa ligne de conduite, on va dire, sa façon de jouer. Voilà, sur cette frappe de Van Basten, j'aurais pu partir à droite ou à gauche, mais j'ai décidé de rester debout le plus longtemps possible. C'est ce qui m'a permis de sortir la jambe, quoi. Mais ça va tellement vite, ça se joue à tellement, tu vois, tellement rien, quoi, que... Mais c'est de ne pas subir, quoi. Et après, c'est l'événement qui font que c'est l'arrêt, quoi. Voilà. Parce que des trucs à la Van Basten, j'en ai fait à l'entraînement. Tu sais combien j'en ai fait pendant 20 ans, hein? Mais là, c'était de le faire à l'instant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire là.
C'est comme, voilà, c'est comme un mec qui va te mettre voilà, c'est un Thuram qui frappe au but. Il a jamais frappé de sa vie au but, le mec. Il s'avère que ce jour-là, il frappe au but. Il va aller savoir ce qu'il y a pris. Et il frappe 2 fois, il marque 2 fois. Il frappe 2 fois, le mec, en plus. Il marque... Non, mais tu vois, c'est des trucs... En même temps, c'est la beauté du sport. Hein. Est-ce que tu réalises tout de suite que tu es champion d'Europe au coup de Non, sifflet pas final? du tout. Absolument pas. Hein. Moi, je suis dans mon truc de gamin. À faire les... Voilà. À faire les cons avec les copains. Il me tardait de rentrer, retrouver mes proches dans l'Ariège, tu vois, chez moi, Lavelanet, de partager ça avec eux. Et j'en étais là, quoi. J'étais pas dans le truc, ouais, j'ai gagné la fameuse, quoi. Et après, il y a ce retour à Marseille et ce retour à l'aéroport, de l'aéroport du stade. Est-ce que là, tu réalises un peu plus? Ouais, mais t'es trop inconscient, t'es insouciant. Enfin, t'es trop jeune pour ça, pour réaliser, de voir tout ce monde, de voir... Le trajet Marignane, Stade Vélodrome, ça va être un truc incroyable, mais ce qu'il y a, t'es trop jeune, quoi. Pour l'apprécier, et quelque part, je pense que c'est bien aussi, quoi. Pour pouvoir rebondir, pour pouvoir continuer ta carrière après et de garder cette fin. Ouais, voilà. Sinon, tu peux te dire stop, je suis le meilleur de tous, arrête, quoi. Après Marseille, donc tu fais une saison en Ligue 1 en première division avec Marseille, t'en fais une autre en deuxième division, tu pars à Monaco. Ouais. C'était top en deuxième division. Pourquoi tu fais le choix de rester en D2 au moment-là? Mais j'ai pas le choix, hein. Tapi me laisse pas le choix, hein, tu sais. J'avais des clubs qui m'appelaient, mais lui il m'a pas laissé le choix. Ouais. Hein. Il m'a dit tu la fermes, tu restes ici. Hein. Voilà. Mais alors t'étais en équipe de France et en D2, ouais, c'est ça? C'est pas mal, non? Hein, c'est pas mal parce qu'il y en a pas beaucoup des fois en équipe de France et en D2, mais c'était assez folklorique d'aller en D2, non? Ouais, je faisais 84 kilos, ouais, je jouais d'une main et j'étais avec un groupe, il y avait un super groupe, on s'éclatait vraiment. Parce que toutes les stars sont parties à peu près. Ouais. Et puis j'étais un gamin toujours, j'avais 22 ans quoi, 22, 23. Et ça te manquait pas la compétition, la vraie compétition de la première division quand tu étais en D2 ou... Non, parce que j'ai toujours été en compète moi en fait. Quoi. Tu vois, donc j'ai jamais regardé tellement si c'était Ligue 1, Ligue 2, Champions League, Coupe de l'UEFA, Coupe Intertoto, Coupe Coca-Cola, Coupe... Je sais pas quoi, tu vois, c'est... Comme j'en reviens à ce que je te dis depuis le début, moi à partir du moment où j'étais sur le terrain, j'étais en compète quoi. Ouais. Même pour les tournois de Sixte pour m'amuser quoi. Après donc t'es à Monaco, tu signes à Monaco. Il paraît que la période où t'as une suspension à Monaco, c'est la période où t'as le plus travaillé et où le plus progressé. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Je lisais ça. La première année à Monaco, une catastrophe. Je suis arrivé, j'étais à Monaco. Voilà, donc Monaco avait tous les dangers que ça peut amener. Puis je suis arrivé, je sais pas pourquoi, je croyais que. Ouais. Donc Monaco, ça fait partie de la première année, bon apprentissage. J'étais arrivé là-bas avec un pépin au genou, je m'étais fait opérer du ménisque durant l'été. Donc au lieu de reprendre au bout de 15 jours, j'avais repris au bout de genre un mois et demi, 2 mois. T'arrives en plein été, c'est Monaco, donc ouais, j'avais pas su gérer quoi. Et pareil, 84 kilos, tu vois, Jeannot Tigana, il me dit non mais Fabien, bon, après je me fais suspendre, je me pète le poignet, on va dire année blanche quoi. Ouais. Année blanche, mais année une belle année d'apprentissage quoi. C'est ce qui m'a permis derrière de rebondir. Quoi. Ouais, justement, parce qu'après, sur les autres années à Monaco, tu es champion de France, et c'est ce qui te pousse jusqu'au titre de champion du monde avec l'équipe de France en 98. En fait, à Monaco, je gagne tout. Ouais. Tu vois, paradoxalement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis arrivé la première année, bon, un peu trop tranquille, quoi, un peu trop sûr de moi. Et donc ça a été une leçon de vie en tant qu'homme, en tant que sportif, avec un mec, tu vois, j'avais pas d'entraîneur de gardien aussi, c'était Jeannot Petit, l'entraîneur de gardien. Okay. Ouais, c'était une autre époque, dans les staffs c'était une autre époque. Ouais, tu vois, alors que j'avais à Marseille, on avait ça quoi, tu vois.
Et donc, bon, ben, je suis arrivé comme une fleur au fusil, et là, avec la fleur au fusil, tranquille, peinard. Moi, il va rien m'arriver, je suis champion d'Europe, je viens de gagner le titre de champion de France en D2 en jouant d'une main. Non, mais tu vois, le mec, là, tu vois, vraiment, je mesure 1m93. Vraiment. Là, tu penses que... Ah ouais, là, je faisais un 93, mais à l'aise, quoi. Puis il y a l'âge aussi. Je crois que j'ai 24-25 ans quand j'arrive à Monaco. Et moi, je considère que c'est... Enfin, moi, ça m'a fait ça. Tous les 5 ans, il y a eu 15 ans, 20 ans, 20, 25, 25, 30, 30, 35. Tu vois, c'est des caps chaque fois. Déjà en tant qu'homme, en tant que personne, et après en tant que sportif. Et donc, voilà, année blanche. Et derrière, je me suis remis au boulot. Je suis passé de 84 kilos à 78 kilos. Et je me suis remis, voilà, je suis passé de 1,93 à 1,70. T'es revenu. Tu vois, et après, au bout de 3 mois, j'ai retrouvé mes 1,83. Et est-ce que la suite, du coup, quand tu gagnes tout à Monaco, est-ce que c'est individuellement la période où tu te sens le plus fort, toi? Ouais. Moi, c'est vraiment les années, enfin, où je me sens le plus fort. Je sais pas, je pense que c'est Ou c'est après, plus tard, quand tu arrives à Manchester, au début de ma Manchester? première année à Manchester, je me sentais vraiment bien. Mais après, ça a été... non, à Monaco, ça montait, quoi. Ça montait. Et ça aussi parce que... je dis pas que j'ai eu la chance, parce que c'est moi qui ai insisté, qui ai demandé, mais j'avais chopé... j'en avais parlé avec Jeannot Tigana et avec le président, parce qu'ils étaient en froid. Parce que je voyais Jean-Luc Ettori dans les tribunes, quoi. Ok. Ah ouais, t'as Jean-Luc Ettori qui appartient au club et qui est dans les tribunes. Et là, tu te dis, merde, pourquoi je l'ai pas avec moi tous les jours? C'est Jean-Luc Ettori, quand même, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, il faut... Et là, j'ai insisté, ouais, j'ai demandé à ce que Jean-Luc vienne m'entraîner, quoi. D'accord, ok. Déjà, il a accepté. Jean-Luc, je t'en remercie encore. Et avec Jean-Luc, j'ai passé 4 années fantastiques. Et il m'a tellement apporté, ce mec. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a fait faire les entraînements sans ballon, quoi. Les entraînements assis sur le ballon. Ça, tu vois, c'était après 98. J'ai passé 6 mois où j'y arrivais pas, quoi. J'étais pas nul, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas décisif. Ouais. Et moi, mon truc, c'était d'être décisif. Et c'est avec Jean-Luc, on a fait des entraînements assis sur le ballon. T'as les gangs, t'es assis sur le ballon toute la séance. Et ça, c'est des bonnes séances. Après, tu pars à Manchester United. Ouais. Pourquoi le foot anglais? Est-ce que ça t'a tiré un peu? Est-ce que c'est l'opportunité de Manchester ou... Mais j'avais l'Inter, j'avais l'Inter de Milan aussi. Pourquoi le foot anglais? Moi, il n'y avait pas de foot anglais, le foot espagnol, français, italien. Moi, le foot, c'est universel. Et un gardien, et moi, mon rôle, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, où tu veux, ça reste le même. Tu vois, donc c'est Manchester, parce que Manchester a fait ce qu'il fallait pour que j'y aille, et que à cette époque-là, c'était pas le Manchester de maintenant. Oui. Voilà. Et là, ça a été, voilà, là aussi, ça a été vraiment une période riche, quoi. Ça dominait beaucoup. Moi, je me sentais, j'avais fait une super, je sortais de l'Euro 2000, c'était tout neuf, tout était neuf. Donc, ça avait été une super première saison, mais ouais, j'ai presque envie de te dire un peu trop facile, quoi, tu vois, quelque part. Mais en fait, non. Parce que c'est dur, mais sur le moment, j'étais bien après l'Euro 2000, quoi, tu vois. Puis c'est pareil, tu vois, 30 ans, quoi. Ouais. Et après, pareil, j'avais ma vie, t'as ta vie d'homme à côté, t'as pas que, tu vois, qui influence sur tes performances, voilà, qui influence dans ton métier, quoi, comme dans n'importe quel métier, hein. Et ouais, la première année, ça a été. Après, ça a été beaucoup moins bien. Et puis, il y a eu du changement, quoi. Le changement, c'est-à-dire l'arrivée d'un autre gardien ou Ben, la deuxième année, ça a été moyen. Pareil. Après, j'avais ma vie aussi à côté, quoi. J'avais des choses dans ma vie perso qui ont influencé sur
sur mes performances. Et voilà, et Ferguson m'a chopé, m'a dit tu joueras plus à Manchester, quoi. Si t'as un club, n'hésite pas. Et c'est avéré que c'est la période où tu avais les Américains qui commençaient à débarquer à Manchester, quoi. C'est là qu'ils font venir Tim Howard. Tim Howard, super mec. Ouais. À Manchester, j'ai eu que des super mecs. Est-ce que ça se passait bien avec lui? Là, quand tu dis super mec, c'est... Ouais, ça se passait bien, un bon mec, quoi. Ouais, il n'y a jamais eu de... Non, jamais d'accrochage, rien. Ok, ouais, non, parce que vu de France, c'était celui qui prenait la place au gardien de l'équipe de France. Au moment-là, c'était... À cette époque-là, c'est ce qu'on voyait de France. Mais là, c'était vraiment... Moi, Ferguson m'avait dit, tu joueras plus pour Manchester, quoi. Après ma deuxième saison. Donc, j'avais commencé la saison... Et j'avais commencé il m'avait dit tu joueras plus, si t'as un club tu pars, quoi. Et j'étais parti à Marseille en novembre, quoi. J'avais débarqué en novembre à Marseille. Ouais, et puis tu pouvais pas jouer tout de suite, et donc tu as commencé à jouer début janvier J'avais fait que 1 ou 2 matchs à l'équipe de France, que Jacques Santini avait. Mais moi je voulais arrêter le foot là. Ah ouais? Ouais. Moi avant j'avais chopé Jacques, enfin j'avais chopé. J'étais allé voir Jacques Santini et Bruno Martini quand ils m'avaient appelé parce que j'avais joué en équipe de France. Je jouais pas en club, mais je jouais en équipe de France. Il y avait eu 2 matchs au mois d'août ou un truc comme ça, ou à la reprise. Ouais, au début de la saison 2003. Ouais. Et là, j'y avais été, et pour moi, j'allais pour faire mes 2 matchs, et puis pour dire à Jacques Santini, compte pas sur moi pour l'Euro, moi je vais arrêter le foot. Ok. Voilà. Les choses de la vie, quoi. Ouais. Bon, au final, j'étais avec Bruno, avec Jacques et Bruno dans la chambre. Bruno me fait les gros yeux, et puis ils se regardent, ils se mettent à rire, à sourire tous les deux. Et c'est eux qui ont réussi à te convaincre de... C'est Jacques qui m'a dit tu vas pêcher, tu vas aller faire de la pêche. J'ai dit oh, pourquoi pas. Et puis tu sais, il y a le terrain, il y a ce que tu fais dans le terrain, puis et j'en reviens beaucoup sur t'as ta vie d'homme aussi, t'as tes choses de chacun a ses histoires de la vie. Et je suis tombé sur 2 personnes sensées. Bruno, que je connaissais depuis 1996, avec Bruno, on se connaissait, puisqu'on avait fait l'Euro ensemble. Ouais. Donc on se parlait comme de vrais amis, quoi. On se parlait pas, il me parlait pas là pour que je joue l'Euro. Tu vois, c'était le conseil d'amis, c'était pas l'entraîneur des gardiens. Il me parlait en tant qu'homme, là. Donc il m'a expliqué que ça faisait partie des... Voilà, on a des moments et j'ai continué ça m'a permis de continuer jusqu'en 2006, quoi. En parlant de Marseille, on va passer rapidement sur ton deuxième passage à Marseille en 5 questions et aussi la suite à Nantes qui était un peu moins heureuse pour toi. Non, mais elle est bien aussi, tu vois. Mais on va parler de Marseille. Moi, ce qui m'avait choqué, parce que j'étais jeune gardien à l'époque, c'est que quand tu reviens à Marseille, il y a ce meuf de Coupe de France où tu vas tirer le penalty. Ouais. Et moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'un gardien il ressent quand il va tirer un penalty. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais de l'autre côté? Mais fais comme t'as pas mis qu'on te fasse, que tu sais que t'es mort. Et pour moi, le plat du pied petit filet, tu peux faire ce que tu veux, mais le plat du pied petit filet. Alors c'était Richard dans les buts du Truel. Ouais, avec Strasbourg. Ouais. Qui s'était un peu décalé, qui avait fait comme avait fait Landreau avec Ronaldinho là. Ok, sauf que c'était Ronaldinho. Oui, c'était ouais. Donc Ronaldinho a voulu être encore plus malin, que faire plus lobo que Landreau, donc il avait tiré du côté de Landreau. Alors qu'il suffit de tirer du côté qui était plus vert. Quelque part, Richard m'avait encore plus détendu. Ouais. Marseille, l'année là, vous allez en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est résumer un peu les choses de dire que et devant Didier Drogba et Fabien Barthez derrière, vous portez cet OM là en Coupe d'Europe? J'aime pas dire ça, mais c'est vrai que ouais. Et puis non, mais tu sais, une équipe, c'est le gardien, on dit toujours la colonne vertébrale, puis un grand gardien et un grand buteur. Hein. Mais il y avait un groupe super sympa, quoi. Tu vois, t'avais Didier qui débarquait, avait beaucoup d'humilité. Jusqu'à cette finale où tu sors expulsé. Ouais. Tu le touches ou pas? Ouais, je pense que je dois le toucher. Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, c'est des trucs chez les gardiens qui m'agacent parce que
tu le touches, mais c'est pas des fautes volontaires, tu vois. C'est là où il faut un peu revoir aussi les trucs pour les gardiens, parce que sinon à ce compte-là, tu bouges plus, quoi. Bah c'est ça, ouais. Tu vois. Donc c'est ce qui m'avait légèrement agacé, parce que c'est pas la faute pour empêcher le mec de marquer, dans le sens où tu sais, le mec qui te passe, et là tu cours après, tu fais une cuillère ou un croche-patte, quoi. Bah là vous êtes tous les deux en même temps sur le ballon, quasiment. Ça se joue à, je sais pas moi, 2 millièmes ou 2 centièmes, ce que tu veux, ou à 10 centimètres, et il s'avère qu'il pousse le ballon du bout du pied, et j'arrive, pam, ça. Tu vois, donc c'est double sanction chez les gardiens, ouais, c'est légèrement chiant, quoi. Vraiment, c'est, tu vois, c'est double sanction, c'est compliqué, quoi, pour les gardiens, parce que ça t'empêche de jouer, quoi, quelque part. Est-ce que dans les règles, justement, tu trouves que le tout pour l'attaque, le tout pour les attaquants, il va trop loin? On parlera tout à l'heure des pénaltys, mais le fait que maintenant les gardiens, c'est beaucoup plus strict sur le penalty, qu'on regarde à la VAR s'ils sont vraiment sur la ligne et tout. Est-ce que tu penses que dans les règles du foot, le gardien est désavantagé? Complètement. Sur les pénaltys, hein. Oui, voilà. Sur les pénaux, il est vraiment désavantagé. Après, sur le reste, bon, non, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de... Non, mais il est même, sur certains trucs, il est même avantagé, parce qu'à peine tu l'effleures, maintenant le gardien, c'est faute. Donc, tu vois, ça aussi, il faudrait faire intervenir la VAR, parce que... je râle parce que les gardiens ne s'imposent pas assez en l'air, surtout, ces derniers temps. Mais sur les pénaux, par contre, le gardien est vachement désavantagé, pardon. Ouais. Après, il y a un truc à revoir, quoi. Ouais, le fait que la VAR maintenant regarde s'il sort de sa ligne, le fait qu'il puisse pas avancer, qu'il puisse pas gagner du temps, que le tireur et surtout peut que s'arrêter. Le tireur s'arrête, se fait les lacets, repart, retire, regarde en l'air. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, Vraiment. À la fin de ton passage à Marseille, il y a cette Coupe du Monde dont on va reparler en 2006. Et puis après, tu annonces t'annonces pas ta retraite au moment-là, et puis tu re-signes à Nantes rapidement en 2006-2007. Moi, je savais qu'en 2006, j'ai arrêté le foot. En 2006, moi, tout le monde parlait de Zidane, mais moi, je savais que c'était fini le foot pour moi. Dans ta tête, tu l'avais pas annoncé avant la Coupe du Monde, mais... Ouais, je voulais pas l'annoncer parce que je suis comme ça. Mais pour moi, je savais que je faisais mon dernier tournoi et qu'après, le foot était fini, quoi. J'avais tout prévu. Je savais qu'après, dès que la Coupe du Monde se finissait, je rentrais sur Toulouse. Ça, pour moi, le package était fait. Et donc pourquoi cette pige à Nantes alors que... Et au bout de 5 mois, je me suis fait prendre la tête par un mec, là, et... Allez, viens à Nantes. Et donc, si tu veux, quand t'arrêtes, tu sais, t'es content d'arrêter, mais en même temps, t'as zéro stabilité, quoi, parce que du jour au lendemain, tu passes d'un rythme de vie à rien. Et voilà, il s'avère qu'au bout de 5 mois, on m'a pris la tête avec Nantes. Donc, il y en a qui me conseillaient de pas y aller parce que c'était vraiment... un danger, quoi, un panier de crabes. Il y en a d'autres qui voilà, que c'était la réputation de Nantes. C'était comme ça. Il y en a d'autres, il n'y en a pas eu beaucoup, sur qui je me suis appuyé. Et il y en a, voilà, et une autre personne qui me disait, tant que tu peux courir, sauter, plonger, t'amuser, profite, quoi. Parce qu'après, quand tu pourras plus, et enfin, je suis tombé dans un panier de crabes. Donc bon, ça fait, mais en même temps, ça permet de nettoyer, quoi, l'environnement que tu as autour de toi. Tu vois, ça m'a permis de faire un petit nettoyage. Mais est-ce que tu pouvais te douter que ton statut, il allait s'effilocher si vite? Enfin, t'étais Fabien Barthez quand même, t'arrivais à Nantes et t'étais considéré par certains supporters comme si t'étais le gardien qui est arrivé, le gardien du coin. Est-ce que ça t'a étonné? Est-ce que ça t'a surpris? Ah, mais j'ai jamais fait attention, moi, à tous ces trucs-là. Tu vois, ça c'est des trucs... Une fois j'écoutais Roland Courbis, tu vois, qui disait, putain, c'est dommage, Barthez, il s'est arrêté en queue de boudin, mais je pense pas, moi, m'arrêter, je prévois pas de m'arrêter à un star, pas un star, en queue de boudin, pas en queue de boudin. Je suis pas du tout là-dedans, je pense pas du tout à ça, quoi. Je pense pas au regard des uns, au regard des autres, je pense... moi, juste à me faire plaisir, quoi. Puis j'ai vu à Nantes que je me faisais plus plaisir. J'ai pris mes bagages, je suis parti comme un grand, sans me demander, voilà. Et après, Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui aime avoir ma liberté, quoi. Et ça t'a pas remanqué après le terrain?
Ah non, Là, absolument c'était. pas. Ah ouais, là, c'était fini. Surtout que j'ai eu ma petite dose quand même. À Nantes, tu vois, d'hypocrisie, de tiroir, où chaque fois que tu ouvrais un tiroir, t'avais un petit rat crevé qui était là. Non, non. Au contraire, je pense que ça m'a fait, je pense sincèrement que ça m'a fait vachement de bien, quoi. Avant de parler de l'équipe de France, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes que tu garderais de ta carrière. Ouf. À la 3e place. Là, tu me mets ah ouais, là, vraiment, je suis dans la merde. Là, je sais vraiment pas de quoi te parler, là. Bon, alors, à la première place. Allez, l'image forte de ta carrière, si tu dois en retenir une. J'ai pas tellement de podium, tu vois, c'est sûr. Moi, le foot, c'est ma vie, quoi. Tu vois, donc je peux pas mettre d'image. Je vais pas te dire, ça serait trop facile de te dire finale Coupe du Monde 98. C'est des moments, des émotions, des ressentis. Tu vois, des histoires d'hommes, des trucs que tu ressens, tu vois, que tu ressens au fond du bide. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que je parlais souvent avec Joël Batz, tu vois, quand je parle tous les deux, ou quand je parle avec Hugo, tu vois, c'est des trucs qu'on sent de l'intérieur. Donc, si tu veux, moi, j'ai pas tellement de podium, quoi. Te dire, Coupe du Monde, Euro et Champions League, ça serait beaucoup trop facile et ça n'apporte rien, quoi. J'ai envie de profiter de cette question, justement, pour te dire qu'une carrière, c'est un cheminement, quoi. Que t'es jeune, on va dire, tu vis dans un monde d'adulte, et t'es un gamin, quoi. Parce qu'à 30 ans, t'es un gamin, que tu le veuilles ou non, vu que j'en ai 53, on l'entend, lui. Ouais. Je pense qu'on l'entend. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a le chien de Fabien qui s'est endormi juste derrière nous. Donc, si vous l'entendez sur les dernières minutes... un petit chien. Vasco, allez, file. Voilà. Donc voilà pour les coulisses de cet entretien, c'est que le chien de Fabien Barthez s'est endormi juste derrière nous et vous l'avez peut-être entendu sur les dernières minutes, mais voilà, c'est la sieste, ça arrive à tout le monde. C'est la petite sieste de Saint-Bernard. Donc voilà, puis vu que c'est un petit chien en plus, et donc, ça s'est un peu entendu. Ouais. Donc si tu veux, voilà, j'ai pas tu vois, répondre à cette question, j'ai pas tellement de podium parce que c'est une vie tellement riche, ça va tellement vite, c'est comme je te dis, t'es un gamin, quoi, 20 ans, 22 ans, 25 ans, t'es dans un monde entouré d'adultes, et puis il y a ce truc de putain, tous les matins t'es avec des gants, t'es avec des shorts, t'es avec des ballons, tous les matins tu t'éclates, quoi. Ouais. C'est avec le recul, c'est ça. Quelque part, je me dis, j'en ai pas encore assez profité. Avec le recul, c'est ce que tu dis. On va parler maintenant de l'équipe de France. Ton premier match, le 26 mai. Alors, pas 93 là, du coup, mais 94. C'est 94 à Kobe. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, 26 mai 93, t'es champion d'Europe. 26 mai 94, tu fais ton premier match en équipe de France. Ah ouais, c'est 26 mai C'est le 26 mai, ouais. Merde, en préparant cette interview, j'ai vu ça. C'est une sacrée date pour toi, du coup, le 26 mai. Ouais, mais tu vois, j'avais pas capté, quoi. J'avais pas capté. Un piège, ce match. Oh là là, le premier match qui est un piège Australie, à Kobe, ouais. À Kobe, une pluie avec le terrain tout inondé. Donc, t'as tout pour passer au travers. Le match parfait pour un gardien, quoi. Ah ouais, le match pour vraiment passer au travers complet, quoi. Et ça, c'est super bien passé. Et donc, ouais, c'est la tournée de fin de saison où tout le monde est quelque part relâché, quoi. Mais ça reste tu fais un match avec l'équipe nationale. C'est l'équipe de France. Et on en parlait tout à l'heure, juste avant de débuter cet entretien, parce qu'on parlait des anciens épisodes de ce podcast et de certains gardiens qui, sur leur premier match, n'ont pas forcément été décisifs. Et après, ça a pu avoir un impact sur la suite de leur carrière en équipe de France. Est-ce que toi, tu le ressens ça tu as cette pression-là en disant faut pas que je me foire, entre guillemets, avant la... J'ai jamais eu le sentiment de me dire avant un match, faut pas que je me foire, faut pas que je fasse d'erreur. Ça m'a jamais traversé l'esprit, quoi. C'est faut que je fasse ça, faut que je sorte au point de péno, faut que je sorte des 18, faut que je relance vite, si je peux mettre un drop
Un drop, alors, pour les mecs de maintenant, c'est une demi-volée. Hein. Oui, parce que ça m'est arrivé de parler avec certains jeunes au centre de formation de Toulouse, ils ne savaient pas ce que c'était un drop. Ah ouais. Ouais. Encore, voilà. Encore plus à Toulouse, où c'est aussi HS de rugby. Voilà, mais comme ils ne savaient pas ce que c'était une lucarne. Non, là, c'est une ballon angle fermé, je sais pas quoi. Maintenant, il faut faire un peu les scientifiques. C'est un peu le rôle des nouveaux entraîneurs de gardiens. Surtout qu'en plus, le drop, on le voit. Il y a très peu de gardiens maintenant qui ont le drop. Ils en font plus. Ouais, alors que c'est un outil. Mais on ne te l'apprend pas. Bref. Ouais, donc, non, je jamais. Non, c'était. Tu joues avec l'équipe de France, merde. C'est ton premier match avec l'équipe de France, régale-toi. Avant de parler de la Coupe du Monde, j'ai envie d'avoir ton avis sur un coup franc alors qui revient souvent et je voulais voir toi comment tu l'as Carlos, ouais. Comment tu le parce que la courbe du coup franc est incroyable. Ah, mais moi j'ai juste entendu le bruit du poteau. Et comment tu l'as vécu? Et mes jaquets me reprendre de voler à la mi-temps. Et ensuite, le lendemain au décrassage, mes jaquets me dire putain Fabien, excuse-moi pour hier pour la mi-temps, mais j'ai encore revu le but. Et je lui dis, mais coach, je vous avais dit que j'avais placé le deuxième mec, comment je fais? Parce que moi, je plaçais toujours le deuxième mec pour éviter le ballon, justement, à l'extérieur, comme ça. Quand tu fais l'alignement, poteau, mec, ballon... Moi, c'était le second. Okay. C'était pas le premier, c'était le second. Voilà, donc c'est-à-dire, là, je partais de la gauche vers la droite, je mettais toujours le second pour éviter que le ballon, justement... Donc là, de plus, c'est un gaucher qui frappait. Donc il avait frappé plus vers toi que faire le tour par l'autre côté. Donc il prend 40 mètres d'élan. Et là, je vois le ballon partir loin, il part loin, mais presque à deux doigts de lever le bras. Tu sais comme on faisait des fois, là, le réflexe que tu lèves le bras, c'est bon, c'est dehors, laisse. Tu vois, et là, j'ai entendu, pam, le bruit du poteau. Et bon, il s'avère que voilà, ça arrive, quoi. Et toi, la courbe, est-ce que tu arrives à te l'expliquer encore maintenant ou pas? J'arrive à m'expliquer que le mec, il a mis une frappe de bœuf avec un effet que le ballon a fait cette courbe-là, quoi, tu vois, c'est ni plus ni moins, quoi. J'allais pas faire un mur complètement... Oui. Ouais, au bout d'un moment... Après, ça arrive, les mecs qui frappent bien, hein. Concernant la Coupe du Monde, Lionel Charbonnier a été invité de ce podcast, Bernard Lama a été invité de ce podcast. Ils ont chacun parlé du groupe de gardiens en 98. Comment toi tu l'as vécu, cet avant Coupe du Monde 98 Comme tout le monde, ouais, enfin, je l'ai vécu. Moi j'étais dans ma bulle, tu vois. J'étais dans ma bulle et je pensais à mon travail, quoi, tu vois. Je pensais à profiter de chaque moment. Et sur le terrain, comment tu vis cette Coupe du Monde depuis tes buts? Individuellement, est-ce que tu sens la montée en puissance du groupe? Est-ce que tu sens de la solidité dès le début de la compétition derrière Laurent Blanc, Marcel Desailly? Comment tu rentres dans cette Coupe du Monde? C'est-à-dire que je suis dans ce groupe depuis 94. Donc je suis allé faire l'Euro 96 avec les béquilles, en sachant que je ne jouerai jamais, vu que il y avait un match contre la Finlande à Strasbourg. Le dernier match de prépa avant l'Euro 4 de partir en Angleterre. On fait des coups de pied arrêtés. T'as Franck qui me met... Tu sais, quand tu fais ces coups de pied arrêtés, là, juste les corners, les coups francs, que personne saute, tu fais juste les placements. Bon, j'étais sorti et Franck... Franck me rentre dedans, je retombe mal. Franck Leboeuf, pardon, je retombe mal et je me fais un arrachement des ligaments. Donc... sincèrement, je passe, voilà, quand ça arrive, de la douleur, je tombe dans les pommes et tout, hein, vraiment, ouais. Et je pensais vraiment le soir rentrer chez moi et pas partir à l'Euro. Et mes jaquets me chopent et me disent, écoute, moi j'aimerais bien que tu restes avec le groupe, tu t'en profiteras pour bien te soigner. Donc j'ai passé l'Euro 96 avec Philippe Boixel. Hein. Ok. Il faut se le dire. Qui était le kiné. Ouais, j'ai pas mis une fois les crampons, j'ai pas mis une fois les gants de l'Euro, j'ai passé l'Euro avec les béquilles. Donc si tu veux, moi, de mon point de vue, moi j'étais concentré, toute cette compétition, j'étais concentré sur mon jeu, avant tout. Okay. Parce qu'un gardien, c'est ça. Un gardien, avant tout, il faut qu'il soit égoïste, comme je dis, qu'il pense à lui, qu'il se concentre sur son jeu à lui. Et comme on dit, c'est se mettre après derrière au service du collectif. Donc quand je dis je passe à mon jeu faisait aussi que je regardais comment évoluaient les mecs devant moi. Mes latéraux, les deux mecs Marcel et Lolo devant aussi, s'adapter
à leur jeu. Voilà, donc Laurent manquait quelque part il était beaucoup sur l'anticipation, mais il manquait un peu de vitesse aussi. Donc c'était m'adapter à son jeu. Tutu qui faisait que gueuler parce qu'il voulait pas me filer le ballon, il voulait pas me faire de passe. Non mais tu vois, c'est toute une palette. Donc j'étais vraiment concentré sur moi. Toute la Coupe du Monde, j'étais concentré que sur moi. Et le match où tu te sens le plus décisif, si on prend peut-être les derniers, entre le France-Paraguay peut-être, mais peut-être plus l'Italie en quart, la Croatie en demi et la finale contre le Brésil, est-ce qu'il y a un match que tu retiens où tu te sens le plus décisif? C'est un peu tous les... Ouais. Bon, l'Italie, c'est... Non, il n'y a pas... Les pénaux, c'est que les mecs, pareil, ils tirent mal, hein. Autant Lisa le tire super mal, celui qui tire derrière, c'est... comment il s'appelle? Baggio c'est sur la barre, mais il y en a un juste après, je crois. Parce que Baggio Baggio c'est sur la barre, mais est-ce qu'il y en a un... Albertini? Peut-être. Il la tire vraiment dans l'axe sur ma droite, que le ballon, je le chope, je suis vraiment là, quoi. Tu vois, il n'y a rien de fantastique. C'est qu'il est mal tiré, donc l'Italie, non. Moi, la Croatie, quand on est à 10, faut tenir à l'air, faut être présent en l'air. Et la finale, pareil, les premiers quarts d'heure là, les premières 20 minutes de la finale. Là. Mais donc ça a été décisif, ouais, ça a été décisif parce que cette fameuse sortie sur Ronaldo qui est hyper spectaculaire aurait pu être dramatique pour moi. Hein. Et pour l'équipe aussi, hein, pour tout le monde. J'aurais pu tuer le match à moi tout seul. Hein, tu peux prendre rouge. Ah, mais sur ce coup-là, on en revient à ce qu'on disait. Ça se joue à strictement rien. Hein. Voilà, donc contre Valence, en Coupe d'Europe avec Marseille, je prends le rouge et penalty. Et là, il s'avère que j'arrive juste... voilà, ça se joue à strictement rien. Mais c'est toujours pareil, il faut y aller. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est très rapide le temps de réflexion. Il y a le ballon, toi t'y vas. Ballon en profondeur, j'y vais quoi. Et en plus, ce qui est un peu chiant, c'est que le terrain n'était pas tellement trempé quoi, tu vois. Donc ça freine. Ouais, ça freinait un peu. C'est ça qui est un peu déstabilisant. J'aurais dû un peu plus arroser. Surtout qu'il y avait un avion de chasse devant, et donc ça aurait été mieux. Et donc il y a ce ballon en profondeur et il faut y aller quoi. Parce que si j'y vais pas, je me fais fusiller quoi. Et justement, là on parlait. Je pense que c'est une action que si ça se passe maintenant, le gardien il fait la croix dans ses buts quoi, tu vois. Voilà. Non mais tu vois. Ouais. Et quand tu dis que, je disais une interview, tu disais que l'arrêt c'est un peu comme le tac pour le dernier défenseur, c'est le dernier recours. L'arrêt sur la ligne. Ouais. Là en fait c'est ça, c'est toi tu t'anticipes et tu y vas avant d'être en face à face. Ouais mais c'est pas un arrêt sur la ligne. Quelque part en même temps, tu vois, c'est pas l'arrêt sur la ligne, c'est facile, j'ai envie de te dire, tu vois, parce que tu peux le prendre, tu t'en souviens, hein, t'as été gardien, hein, tu tends le bras il va te taper le coude, le genou, la tête, le coin de l'oreille. Ça reste un arrêt, même si des fois c'est... Tu vois, bon, ça va quoi. Non, là justement, oui, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'il y a pour moi de plus dur à faire et qu'on devrait voir un peu plus. Neuer le faisait très bien ça. Pour moi, Neuer c'est le plus grand gardien de ces 60 dernières années ou ces 100 dernières années, quoi, tu vois. Parce que lui, il avait vraiment tout. Oui, il a apporté la croix, mais lui par contre, il faisait pas que la croix. Mais la croix, il savait la faire. Voilà, il savait la faire, mais par contre, il la faisait à bon escient. Il savait la faire parce qu'il avait le placement, il avait la vitesse et voilà, il y a que lui qui savait la faire. Hein. Et d'un coup, tout le monde croyait qu'il fallait faire la croix pour sortir un ballon. Putain, des débiles. C'est terrible. Concernant l'Italie, comment se passe cette avant-séance de tir au but? La fameuse séance, c'est pareil, tu sais, ça aussi, c'est l'état d'esprit, l'état d'âme. Et d'ailleurs, il y a un documentaire, il faudra, je sais pas si tu l'as vu, je l'avais chopé, j'étais tombé dessus sur Arte, il était passé, qui s'appelle Le Penalty. Okay. Essaye de le trouver, ce documentaire. Et t'as Kopke qui parle de ses séances de penalty dans les tournois qu'il a fait, dans les deux Coupes du Monde qu'il a fait. Donc il a fait la première Coupe du Monde en étudiant par cœur les tireurs, ok. Tu regardes ce que ça donne. Où il tire et tout ça. Et il a fait la deuxième Coupe du Monde en disant non, je veux rien savoir, j'ai besoin de le ressentir.
et tu verras ce qu'il dit. Du coup, c'est quoi? C'est celle. Mais du coup, tu ressors avec des regrets. Parce que c'est un truc, les pénaltys, c'est un truc que tu ressens, que tu as dans le bide, voilà, qui arrive sur le moment. L'exemple type, c'est le pénalty de Zidane contre Buffon en finale. En finale. Pourquoi il a tiré ce pénalty comme ça? Mais parce que c'était la meilleure solution. Ouais. Voilà. Ouais, il avait expliqué que Buffon savait ils avaient été ensemble à la Juve, donc Buffon savait qu'il tirait toujours ses pénaltys du côté droit du gardien. Ouais. Et Zidane raconte que il fallait qu'il change et que l'instinct lui fait tirer cette panenka. Voilà. Moi, pourquoi je sors le pénalty de Beckham à l'Euro? Ah voilà, alors c'est l'Euro 2004. Tu vois, alors que j'étais avec lui à l'entraînement, je savais qu'il frappait comme ça. Mais je me suis dit, il va pas changer. Alors que j'aurais pu partir à gauche. Je me suis dit, tu vois, c'est vraiment un truc à la con, quoi. Est-ce qu'il va penser que je vais changer? Mais si je change pas, peut-être que... C'est que ça. Donc je décide de ne pas changer et partir. Et je la sors, c'est une histoire de 5 cm. Parce qu'elle est 5 cm au-dessus de ma main, c'est fini. Ouais. Voilà. Donc quelque part, c'est lui qui le tire mal. Il me le met à la bonne hauteur. Oui, parce qu'il te la met à mi-hauteur en plus. Eh oui. Et ce penalty-là, est-ce que tu te souviens du moment juste avant où tu lui donnes le ballon? Ouais, mais complet. Mais alors, est-ce que c'est fait exprès? Ah ben complet. Pourquoi? Mais parce qu'on se connaît, on est copains. Voilà, donc j'ai fait le petit regard, le petit clin d'œil, on le sait, enfin, on est ensemble tous les jours. Ouais. Tu vois? Donc c'est voulu le fait de lui donner le ballon dans la main Mais si ça avait été un match amical, j'aurais exactement fait la même chose. C'est pas pour c'est pas pour lui péter les jambes ou le déconcentrer ou mettre une pression. Non. C'est un copain. Ouais. C'est tout. Tu vois, il faut pas voir plus loin. Hein. C'était pas pour... parce qu'on m'en a souvent parlé de ça. C'était pas pour essayer de le déconcentrer, de quoi que ce soit. Si ça avait été un match amical, j'aurais remis le ballon exactement pareil. D'accord. Et si c'était un mec que je connaissais pas, je saurais même pas y amener le ballon. Ouais. Et concernant cette finale, moi j'ai 2 arrêts qui me restent en tête. C'est les 2 ballons que tu captes, qui sont une tête de Sampaio et un face-à-face avec Ronaldo que tu captes où il est quasiment à bout portant. Ouais. On voit très peu de gardiens qui captent les ballons maintenant. Bah ouais, ça il y en a plus. Ouais. Est-ce que toi ça te traverse l'esprit à un moment donné de repousser le ballon ou capter le ballon, tu te dis je suis capable de le faire donc je le fais? En fait, c'est ces ballons, tu sais, qui te viennent dessus et qui restent. Mais si tu veux, pour qu'ils te viennent dessus et qu'ils restent, il faut avoir une certaine façon d'être. Et moi, ma façon que j'avais d'être, c'était de rester debout, quoi. Et ce ballon, il a tapé tellement fort et tellement sur moi qu'en fait, ça te l'a fait, ça. Ouais. Hein, le ballon, il reste, quoi. Voilà. Et de voir les gardiens qui maintenant, sûrement que les 2 ballons, il n'y en a aucun qui sont gardés. Ah, c'est désastreux. Le second de Ronaldo, ça, bon... mais tu vois, par exemple, le second de Ronaldo, maintenant, ça arrive, le mec, il va faire la croix, le ballon va lui rebondir sur, par exemple, tu vois, moi, je vois l'action, là, il lui tape comme un âne dessus, le ballon va lui rebondir dessus, il va revenir à 3 mètres du mec, il va le remettre au fond. Il est là, on va y revenir, mais il est là, le gros souci, quoi, tu vois, actuellement, chez les gardiens, quoi. Il est là, le gros souci. On en reparlera après, on va finir cette page équipe de France. Dernière question sur 98, ce qui se passe au coup de sifflet final. Est-ce que tu réalises tout de suite? Est-ce que tu es dans un état qui te transporte loin du Stade de France? Est-ce que tu t'en souviens? Comme si c'était hier. Et il s'est passé un truc vraiment bizarre, donc je pense que c'est ça qu'on appelle l'émotion, je suppose, parce que je ne vois pas d'autres trucs. Mais surtout, je me suis vu, tu sais, dans ces films où le mec il est en train de faire une action et tu vois au ralenti et tu vois et hop et la scène et en même temps cette scène là c'est le mec où tu le vois en train de se remémorer ce qu'il a fait il y a 10 ans ouais. tatata. Mais moi en fait il s'est passé exactement ça quoi, tu vois, je me suis revu de suite à Lavelanet, je sais pas pourquoi, quand il y a eu avec mon premier entraîneur avec monsieur Goudou. Quand il y a eu le coup de sifflet final et je me suis revu dans mon préau à l'école à La Roque, j'ai revu que des images comme ça quoi, mes proches, tu vois, ma famille, j'ai revu que ça. T'as eu un flashback? J'ai pas vu que j'avais fait un bon match, un mauvais match, qu'on avait gagné la Coupe du Monde, non, ça m'a fait un truc comme dans les films, j'avais ça dans j'avais ça dans la tête, j'entendais rien autour, quand je te dis, ça fait vraiment, quand tu regardes un film et que t'as ces fameuses scènes là où les mecs, tu les vois penser il y a
20 ans en arrière, ben moi ça m'a fait exactement ça, quoi. Le film de ta vie, quoi. Donc moi j'y suis allé, on va dire, pour ça, la naissance de mes gosses, tu vois, et après comme je suis un mec assez un peu réservé, quoi, je garde mes trucs, mais là j'ai pas pu tenir, quoi, et ça a été un truc, ouais, il y a eu la naissance de mes 2 gosses et ça, quoi. Justement, l'Euro 2000, est-ce que c'est la continuité de 98? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau quand même dans ce groupe qui a encore faim et qui veut gagner? Comment tu le vis? Ben, tu le vis déjà, c'est 2 ans après, donc tu passes de 28 ans, 27, 28 ans à 30 balais. On a pris de l'expérience, on a mûri, parce que pour moi c'est la meilleure équipe. Hein. Ouais. 2000, vous êtes meilleur que... Ah ouais, que 98? Ah ouais, ouais. Moi je trouve qu'on est vraiment bien meilleur. Hein. Chacun a pris de l'expérience, et donc à l'Euro 2000, on est vraiment, je pense qu'on est tous au summum. On a été au summum de notre carrière, quoi. Je pense. Et concernant toi, personnellement, tu fais des arrêts à chaque match. Ouais, chaque match, t'as un alors c'est l'équipe de France qui domine, c'est la meilleure équipe au moment-là, mais par contre, le gardien, toi, du coup, a un arrêt à faire à chaque match. Tous les matchs, il y a eu des moments, des tournants, quoi. Et c'était pas des arrêts à 3-0, tu vois, ou à 2-0, c'était des arrêts à 0-0 ou 1-0. Et justement, est-ce que c'est difficile ça pour le poste de gardien globalement de répondre présent à l'instant T sur un tournant du match Ben, c'est ce qu'on te demande, quoi, en fait. C'est ce qui fait la diff. Mais ce qui est important, tu vois, vraiment, moi, dans cet Euro 2000, tu sais, quand on parle de groupe, quand on parle de collectif, quand on parle de confiance, la confiance chez le gardien, mais c'est la confiance chez le gardien, déjà chez le sportif. La confiance, c'est un truc, et de la confiance, tu vas la chercher partout. Et là, moi, cette confiance, vraiment, moi, ce qui m'a fait faire vraiment cet Euro 2000, comme je l'ai fait, ça a été l'année avant. Moi, l'Euro 2000, en fait, si je l'ai réussi, c'est parce que l'été 99, j'ai refusé et j'ai demandé à Roger Le Maire de ne pas m'amener c'était toujours au Japon, en tournée. Voilà, j'en pouvais plus du foot. Il y en a qui peuvent gérer, moi je gérais plus. Je sentais que j'en avais trop et j'avais besoin vraiment de couper, de faire, voilà, d'avoir une bonne coupure, parce que je venais d'enchaîner depuis 94, 95, 96, 97, 98. Je venais de tout enchaîner, comme les autres aussi, attention. Hein, oui. Comme Zidane, comme Dugarry, comme les Zarazu, comme Tutu. Mais moi, je sais que l'an 99, j'ai appelé Roger, je lui dis Roger ne m'amène pas. Il me dit Fabien, c'est pas possible que tu me demandes une chose comme ça, et puis tu peux pas refuser l'équipe nationale. Je lui dis écoute, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Moi, je veux gagner l'Euro 2000. Voilà, je lui ai posé la question, on est là pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est l'Euro 2000. Je lui dis donc m'amène pas, j'ai besoin j'ai besoin que la tête tout s'allège. C'est le premier truc quand j'ai dit qu'on a sifflé à la fin de la finale. Je rappelle-toi, je te l'avais dit. Voilà. Je savais que j'avais besoin de fraîcheur. Il fallait que je me vide. Et c'est là, moi, où j'avais préparé mon Euro 2000. Ok. Et quand on voit, si on fait le parallèle avec cette saison, par exemple, quand on voit les calendriers des gardiens qui viennent de finir la Ligue des Champions pour certains, ils sont partis en équipe de France, ils repartent en Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu peux comprendre que certains, la fraîcheur mentale, tu l'as plus. Elle disparaisse, et toi, par rapport à ton vécu, qu'il y a des moments, il faut vraiment couper. Ouais, je sais pas, mais oui, c'est normal. C'est comme tout, hein, tu sais. Après, t'es dans un truc, donc faut arrêter de dire ouais, mais avec les ronds qui gagnent, avec ceci, avec cela. Non, mais déjà il faut se dire que nous on n'est pas là pour les ronds, premièrement. Et puis il faut se dire, parce que c'est le truc qui se dit, ouais, mais quand même ils se plaignent tout le temps. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous on est vraiment là, c'est pour gagner, quoi, sur le terrain. Sur la finale, le sentiment le plus fort pour toi, est-ce que c'est sur le but de Sylvain Wiltord ou le but de David Trezeguet? Sylvain. Parce que derrière je savais que c'était fini. Ok. Derrière, je savais qu'on avait gagné. Quand Sylvain a marqué, j'ai dit c'est fini. Donc ça, c'est le but qui amène à la prolongation. Pour ceux qui découvrent le match là, vous pouvez regarder les ralentis et les résumés, mais c'est le but de Sylvain Wiltord. Oui, il avait ces putains de buts en or, là. Quelle horreur, ces trucs.
Je trouve ça tellement nul, mais bon, c'était comme ça, on a fait avec, mais je trouve que c'est pas le football, quoi. Mais c'est pas ça le football, mais bon, il fallait... Moderniser le football. Ouais, il faut moderniser, je sais pas pourquoi. Et donc sur le but de Sylvain Miltord, c'est toi qui as la passe, avant la déviation. On joue les dernières minutes du match. C'est les arrêts de jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vises, tu balances le ballon comme ça? Est-ce que tu sais qu'il y a un endroit à viser à peu près? Mais je cherche la déviation. Hein. Ça dévie, David, ça touche, ça... Ouais, donc tu vises, tu sais que sur la déviation de la tête, il va pouvoir... Tu joues dans l'axe, tu joues surtout pas sur les côtés, quoi. Que le ballon reste vraiment dans l'axe du but, quoi. Et pourquoi tu dis que quand il y a le but de Sylvain Miltord, après vous pensez que vous avez gagné? Parce que vous leur mettez un coup de... Ben, je sais pas, ça, c'est pareil, ça, tu l'as dans le bide, quoi. Tu sais que... Voilà. Avant ça, il y avait eu 2 situations... Face à Del Piero. Enfin, notamment face à Del Piero. Voilà, où... C'était... Parce que s'il marquait là, c'était fini. Ouais. Donc ça aussi, je pense pour moi que c'est un des plus gros arrêts que j'ai fait de ma carrière, parce que c'est un ballon qui vient sur le côté, qui repart dans l'autre, en général, t'es mort. Et là, pareil, je suis resté le plus longtemps possible sur mes appuis, quoi. Et pour gagner le duel, pas donner la solution, parce que s'il marque là, il est mort. C'est mort, c'est fini, quoi. Ouais, parce que ce qui est difficile sur cet arrêt-là, c'est que le ballon vient d'un côté. Tu te déplaces avec le ballon, et ouais. C'est ça, parce que tu te déplaces sur ta droite. Ouais, et... En général, le mec, il te met le plat du pied de l'autre côté, c'est fini, t'es mort. Pour repartir, c'est complètement délicat, quoi. Et donc toi, dans l'idée sur cette action-là, c'est de suivre l'action, mais à un moment donné, de t'arrêter, d'être sur tes appuis. En même temps aussi de rester sur mes appuis pour pas être embarqué complètement, quoi. Et le sentiment à la fin du match, est-ce qu'il est plus fort, moins fort que 98? C'est un autre sentiment. Ouais. J'ai pas cette émotion que j'ai connue en 98, parce que quand même la Coupe du Monde, c'est encore un ton au-dessus. Ouais. Mais on est là, quoi. Tu vois, c'est un bonheur, tu viens de gagner les deux, là. Putain, tu vois, c'est pas le truc de la Coupe du Monde où c'est le premier gros truc qui te tombe sur la gueule, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. C'est le truc, on l'a fait, quoi. On a fait le doublé. On va passer à 2006 pour terminer cette page équipe de France. Avant de parler de la Coupe du Monde, tu savais que c'était ta dernière compétition. Est-ce que dans l'approche de cette compétition-là, tu as ressenti des choses différentes? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, que ça soit la dernière compétition ou pas? Ben oui, c'est quand même c'est différent dans le sens où tu sais que c'est fini après, quoi. Il n'y a plus rien. Ouais. Donc moi, à partir des quarts, je savais que le football s'arrêtait pour moi, quoi. C'était potentiellement le dernier, quoi. Ouais. Est-ce que ça pesait? Ouais, pesait, ou même dans l'approche des matchs, est-ce que tu avais ce sentiment de dire, bah voilà, c'est peut-être la fin ou tout ça, ou alors tu passes au-dessus? Tu penses entre les matchs. Après, une fois que tu es sur le terrain, tu es dans ton truc, quoi. Tu te dis pas, c'est la dernière fois que je m'attache les crampons ou que je mets les gants, tu vois, ça... Non. Dans l'avant Coupe du Monde, il y a cette relation avec Grégory Coupet, un peu comme avec Bernard Lama en 98, un peu comme après Lloris Mandanda, même si ça se passait mieux, mais il y avait la France coupée en deux pour choisir son gardien. Ça n'arrive pas sur les autres postes. Est-ce que c'est une particularité du poste qui ajoute un peu indirectement de tension entre vous les gardiens, parce que y en a qu'un, alors qu'on choisit pas un attaquant plutôt que l'autre, un défenseur plutôt que l'autre? Moi, ce qui me concerne, tu sais, moi, j'ai jamais regardé à côté, quoi. Donc c'est des trucs qui me font un caca nerveux parce que le mec il est pas monté sur le glacier. J'ai envie de dire, t'as pas d'autres soucis, quoi. Tu vois? Voilà, c'est tout. Moi j'étais pas là pour monter à l'Everest, quoi. Tu vois? Ouais. Moi j'étais là pour être présent pour France-Suisse. Pour le premier match de la Coupe du Monde. C'est tout. C'était mon objectif. C'était d'être présent pour France-Suisse. Mais est-ce que le fait que sur ces choses-là, est-ce que ça peut... Le fait que les gardiens sont vraiment un poste très regardé plus que d'autres postes, est-ce que des fois ça peut créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas dans le groupe et voilà... Bien sûr que ça peut créer des problèmes. Après, tu sais, il y a des mecs qui font une sorte... Je sais pas
pas comment te dire, qui font en sorte de s'occuper d'eux. Ouais. Voilà, il vaut mieux d'abord s'occuper de soi, ça prend déjà pas mal de temps. Concernant tous ces matchs, il y a le Portugal en demi, il y a le Brésil en quart, tu fais des arrêts. Pareil, est-ce que tu as un match qui te marque un peu plus C'était des matchs merdiques, très durs. Des ballons vicieux. Et les ballons qui commençaient à être un peu... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Toi qui as connu l'évolution des ballons, en 2006, il y avait ce ballon un peu... alors, moins qu'en 2010, mais déjà en 2006, un peu bizarre, qui flottait un peu. T'as ressenti l'évolution des ballons, toi, avec le temps ? Et en 2000, non ? Et en 2004 ? Putain, il faut que je t'en parle de ceux de 2004, les bleus, là. J'avais un bordel parce que j'avais gueulé, et l'équipementier avait un peu gueulé, avait un peu râlé parce que j'avais gueulé que c'était une catastrophe, ces ballons. Ah ouais. Mais ça vole pas depuis 2010, les ballons, hein. Ça vole depuis les années 2000, déjà. Ouais. Ah ouais, faut pas croire, hein. Il voulait pas celui de Roberto Carlos, il a pas volé. oui. Hein, en 97. C'est vrai. Ouais, non mais attends. Et tu l'as Parce que peut-être les tireurs Juninho, ils les faisaient pas voler les ballons. Si. Et en plus, c'était une époque où chaque club avait son ballon. Ouais. Il ne faisait pas voler, Juninho, les ballons. Il mettait les mêmes coups francs que Ronaldo maintenant, hein, ou comme il faisait Ronaldo. Juninho, il faisait pareil. Hein. C'était une façon de frapper ou quoi. Et après, ils te disaient tous, oui, mais il fait la même taille, il fait le même poids. Mais c'est sûr que si la matière change... Et c'était à vous, du coup, de vous adapter à chaque fois. C'était au les équipementiers, ils se protégeaient avec ça en disant, on est dans les règles, il fait le même poids et la même taille. Sauf que la matière, c'était des ballons de plage. Mais les ballons, ils volent depuis 20 ans. Hein. Ils ne volent pas là depuis maintenant. Hein. Concernant la finale, est-ce que tu as quand même des regrets, alors pas de la perdre, mais le fait d'en avoir gagné une en 98, est-ce que le fait de perdre 2006, il y a moins de déception, il y a moins de... ou pas ? Ah mais moi 2006, je vais te dire, c'est un truc 2006... Ouais, j'y pense, autant 98 non, tu vois, autant 2000 non, autant 93 non. Mais autant 2006, tu vois, j'y pense, ouais, c'est sûr que je dois y penser 2-3 fois par mois. Hein. Ah ouais. Alors dès qu'il y a des... Ouais. Ah ouais, c'est un truc, 2006, j'aime pas perdre, quoi. Et puis c'est des situations, c'est des contextes, c'est des situations différentes, c'est des contextes. Tu vois, moi déjà, ce qui m'agace, qui m'irrite le plus, tu vois, qui est vraiment, où je suis j'ai encore cette frustration. Mais après, elle passe, elle dure pas toute la journée, hein, tu vois, mais tu l'as, quoi. C'est quand Zizou se fait expulser. Ok. Et qu'on n'est pas capable de gagner, quoi. Ouais. Moi, elle est là, tu vois. Parce que moi, mon souhait, moi, c'était de m'enlever le brassard de capitaine que j'avais récupéré, de lui remettre et lui dire, vas-y. D'avoir la coupe, quoi. Moi, c'était ça, quoi. C'est ça qui me fait mal, quoi. Et après, les pénaltys, ben, c'est pareil, les pénaux, celui de Roberto, Del Piero. Je change de côté, mais alors que dès le départ, je veux partir à droite. Ouais. Je pars à gauche. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs que tu sens. Et après, comme je suis quelqu'un de... Voilà. Comme je suis un râleur, quoi. Comme je te dis, j'ai la haine quand je perds. C'est pas que je suis un mauvais perdant, hein, attention. Ouais. Hein, quand je râle contre moi, hein, je râle pas contre les autres. Hein, c'est l'esprit de compétition. Ouais, voilà, quoi. Tu vois, donc... ouais. Et quand t'es assis à Venous, dos à ton poteau, tu penses à quoi à la fin de la finale ? Ouais, t'es comme... T'es comme abattu, quoi. Tu vois, putain, c'est fini, quoi. Là, ouais, tu vois. Ça y est, quoi. Là, tu te dis, merde, putain, ça y est, c'est passé. Tout est passé. Tu vois, il y a tout qui a défilé, mais dans le mauvais sens. Cette fois-ci, tu vois, tu vois, cette fois-ci, j'ai pas chialé. Ouais. Tu vois, c'était plus intérieur, là. C'était plus...
Tu vois, j'ai toujours détesté d'ailleurs, moi, les mecs qui chialent quand ils perdent. Déjà, ça m'a toujours un peu gonflé, quoi. Voilà. Qui chialent quand ils gagnent, je peux comprendre l'émotion de joueur. Mais qui chialent quand ils perdent, moi, ça m'a jamais plu, ces mecs-là. Mais bon, c'est comme ça. Mais je veux dire, non, ça y est, c'est fini. Tout. Tu vois, là, c'est tout. C'est la fin de cette page équipe de France. On va parler des gardiens actuels maintenant. On va commencer cette partie par la question mystère. C'est la question d'une personne que tu connais très bien. Je vais demander de te poser une question. Je vais te la laisser écouter et après je te laisserai répondre. Salut mon Fab, c'est Lio à l'appareil, je t'embrasse mon poulet. Écoute, je voulais te poser une question tout simplement parce que je trouve qu'il y a eu une évolution bien évidemment du football et de l'entraînement en particulier. Ceci dit, toutes les évolutions ne sont pas extraordinaires. Je m'explique. Maintenant, je me fais la réflexion et je trouve tout simplement que dans cette conception de l'entraînement du gardien de but, aujourd'hui, eh bien, on a un petit peu homogénéisé tout ça et qu'on entraîne les gardiens de but tous de la même manière. Place aux grands et on les entraîne tous à la Neuer, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est personnellement une stupidité incroyable. Et on arrive à avoir des joueurs stéréotypés, des gardiens de but stéréotypés qui sont plus ou moins grands, qui ont plus ou moins la technique de Neuer. On essaie de faire un mauvais copier-coller. J'aurais voulu savoir ce que toi t'en pensais. En tout cas, moi, la tendance actuelle ne me plaît pas du tout. Je t'embrasse mon poulet et à très vite. Charbot, je t'embrasse, yo. Question de Lionel Charbonnier, du coup, sur la formation des gardiens. Toi, après ta carrière, tu as accompagné les gardiens de l'équipe de France avec Laurent Blanc sur les années 2010-2012. Après, tu as été consultant pour les gardiens au centre de formation de Toulouse. Voilà, c'est quoi ta vision quand tu vois les gardiens actuels, quand tu regardes la Ligue 1 le week-end, quand tu regardes l'équipe de France ? On va dire, je suis à 100% d'accord avec Lionel, quoi. Mais même, j'en parle avec Joël Batz, c'est pareil. L'autre fois, j'en parlais avec Guillaume Varmuse, c'est pareil, on va dire. C'est des mecs qui ont été professionnels, qui ont joué en première division quand même. Ça ne parle pas avec n'importe qui. Moi, je trouve que c'est ce qui se passe, comme dit Lionel, il y a eu une évolution dans le football, dans le jeu, dans tout. Et celle des gardiens est partie vraiment dans un très mauvais sens. A pris une mauvaise direction parce qu'on a oublié déjà de qu'est-ce que c'est avant tout un gardien de but. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que dans les années 2010 là, il y a eu beaucoup ce jeu où ça commençait à repartir de derrière. Ouais. Donc on s'est réveillé un matin. On s'est dit oh putain, il faut que les gardiens jouent avec les pieds. D'un coup comme ça. En sachant qu'en 1992, c'est quand j'ai débuté en première division, 91 j'ai débuté. Ouais, en 1991, il y a une règle qui est passée qui disait que les gardiens n'avaient plus le droit de se servir sur les passes en retrait des mains. Ils devaient jouer avec les pieds. 35 ans. Donc 35 ans après, on se dit tout d'un coup, hop là, qu'est-ce qui se passe? Il faut jouer avec les pieds. Donc là, déjà, tu vois le retard des entraîneurs de gardiens, de la formation, de tout ça. Tout ça parce que le jeu du Real, c'était le Real du Barça, pardon, à l'époque. Avec Guardiola, ouais, avec Guardiola, l'équipe d'Espagne qui dominait tout ça. C'était repartir de derrière, tac, 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 tac. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais ça, moi, en ce qui me concerne déjà, je le faisais depuis, ça fait 30 ans que je le faisais. Sauf que les entraîneurs gueulaient parce qu'ils ne voulaient pas que le gardien joue avec les pieds. Et donc, les mecs à la mode, parce que c'est des effets de mode, se sont dit, maintenant, il faut qu'ils jouent avec les pieds, avec 35 ans de retard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez les gardiens? On a travaillé le jeu au pied, d'un coup, et on a oublié ce que c'était que d'attraper ne serait-ce qu'un ballon. Ouais. En gros, voilà ce qui s'est passé. On se trompe de direction actuellement dans la formation, sur la formation des gardiens. Ah, mais complètement. Vraiment, complètement. Moi, franchement, je trouve que c'est... Ce qui se passe en ce moment chez les gardiens, c'est une honte, quoi. C'est une honte parce que, déjà, critère, allez, 1m90. Mais ça veut absolument rien dire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on demande à un gardien? C'est d'amener de la confiance à son équipe et d'être décisif. Et après, il y a plusieurs façons de jouer.
comme un attaquant, comme un milieu de terrain, comme un défenseur. Il y a plusieurs façons, on va dire, de jouer. Il y a plusieurs philosophies de jeu. Ouais. Et moi, je suis pas contre les grands. Pas du tout. J'adore Thibaut Courtois. Ouais. Voilà, j'adore. Mais ce qu'il y a, il faut pas oublier une chose. Mais un Courtois, il y en a qu'un. C'est pas parce que tous les mecs vont faire 1m90 ou 1m95 ou 2 mètres, ce que tu veux, qui vont être bons, qui vont donner confiance et qui vont être décisifs. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, il faut vraiment qu'on arrête avec ça. On va dire, un gardien, c'est un bagage. Je te parlais tout à l'heure, rappelle-toi, quand je te parlais du drop. Ouais. J'ai bossé avec les jeunes centres de formation de Toulouse il y a 4 ans de ça, 3-4 ans. Les jeunes, ils ne savaient pas ce que c'était un drop. Ils ne savaient même pas faire un drop. Ouais. Mais tu te rends compte, ils ont tous les jours un ballon dans les mains. Et l'entraîneur, il leur apprenait toute la journée à faire qu'une chose. Voilà. Au niveau des dégagements, ouais. Alors que voilà. il y a plusieurs... Alors qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons de dégager. Balle à terre, comme ils disent à la sud-américaine, d'un coup, ça a été la mode sur le côté de voler. Mais le mec, t'as mieux. Mais peut-être que le mec, il va être plus à l'aise en drop. Tu le sais, toi. Ouais. Voilà. Moi, je le sais pas, mais il faut l'essayer. Il faut montrer. C'est des bagages. Peut-être que le mec, il va faire des relances à la main de 60 mètres, qui va être plus précis. Ouais. Voilà. Peut-être que le mec, il va être mieux quand il va mettre le ballon au sol. Peut-être qu'il va être mieux quand il va le mettre... Je sais pas, mais il y a plusieurs bagages. Et on leur apprend le même truc. Voilà, c'est comme cette histoire de croix. On leur apprend que le mec, quand il est à 4 mètres de toi, maintenant, tu te mets à genoux, t'écartes les bras et il se passera ce qui se passera. Alors qu'il y a un travail, il y a d'autres façons de jouer les duels. Et ça, c'est pareil. Comme dit Lionel, à la Neuer. Pour moi, Neuer, on va dire, c'est le gardien parfait. Mais ce qu'il y a, tu peux pas avoir des Neuer. Des Neuer, t'en as qu'un. Ouais. Et comment tu fais pour les équipes qui jouent milieu de tableau, première division, qui jouent la Ligue 2 ? Faut avoir un autre style de gardien. Et combien il y a de gardiens dans le monde ? Combien il y a de clubs professionnels dans le monde ? Et tu leur fous que des mecs de 1m92, alors que tu as un mec de 1m83 comme Sommer, là aussi, c'est un souci. Si Sommer, 38 ans, 1m83, et à l'Inter de Milan, où ils sont les mecs, les jeunes de 20 ans de 1m95 ? C'est qu'il y a un souci quelque part aussi. Il y a un gardien actuel que tu aimes bien regarder actuellement, qui te plaît ? J'ai bien aimé le gardien d'Arsenal. Raya ? Ouais, j'ai bien aimé. Okay. Ça commence un peu à changer. J'aime bien Mike Maignan aussi. Le petit chevalier, ouais. Voilà, Lucas. Il y a encore 2-3 trucs sur lesquels qu'il pourrait approfondir, mais j'aime beaucoup. Il te ressemble un peu, non ? Tu trouves pas ? Il lui manque un peu de hauteur de jeu. Ouais. Voilà. Il lui manque un mètre sur sa ligne et il lui manque surtout un mètre sur sa ligne, je pense. De ce que je vois. Ouais. Mais bon, ça s'arrangera avec le temps. Mais ouais, mais il te plaît quand tu le vois là en Ligue des Champions, quand tu l'as vu là, il te... Ouais, il est vivant, quoi. Il est lui. Parce que c'est pareil. Restez vous-même. Jouez comme quand vous étiez gamin. Tu les regardes tous, c'est des robots, comme dit Lionel. Voilà, t'as des gardiens qui jouent avec les pieds derrière la ligne de but. Mais t'espères quoi ? À part te prendre le ballon, que le ballon te vienne dans un coin de la tête ou quoi ? Quand j'entends parler tous ces mecs qui t'expliquent le gardien, le mouvement de la hanche, le ceci, le cela. Mais non, c'est pas que ça. Il faut arrêter avec ça. Les mecs, c'est un truc, un gardien, c'est particulier. Ça se vit de l'intérieur, c'est dans le ventre, un duel, une situation de jeu. Faut arrêter de faire les scientifiques. Au bout d'un moment, il faut rester naturel. Et il y a plus de gardiens naturels. C'est que des scolaires tous. Ils font tous le même mouvement pour toutes les mêmes occasions. Donc oui, ce qui se passe pour moi dans les gardiens en ce moment, je trouve que c'est lamentable, quoi. Et attention, je les adore tous, hein, parce que je sais ce que c'est. Oui. Je sais ce que c'est d'être dans les buts, hein, donc je les adore tous. Le seul truc que je veux dire, c'est qu'il y a des mecs, ok, à 15 ans, 16 ans, tu leur dis non, tu pourras pas être gardien parce que tu fais pas 1m93. Parce que ça, c'est une réalité. Et tu vois les résultats maintenant. C'est comme, voilà, on leur apprend à repousser les ballons. Donc il y en a, ils vont m'expliquer que les ballons, ils volent maintenant. Mais ils volaient il y a 20 ans, les ballons. Ouais.
C'est une question de mentalité, de ne pas subir. Et dans leur jeu, la plupart des gardiens maintenant subissent. Ce ne sont pas des attaquants, c'est des gardiens qui subissent. Dernière question avant de passer au face-à-face. Elle me tient à cœur. Est-ce que tu as conscience d'avoir marqué des jeunes gardiens pendant ta carrière et quand ils t'ont vu en équipe de France et qui ont, comme moi, je peux le dire maintenant, eu envie de devenir gardien en te voyant? Ah, je croyais que ça allait me dire de me raser la tête. Mais bon. Non, alors j'ai gardé. Je t'ai copié sur pas mal de choses, mais les cheveux, je les ai toujours regardés. T'as bien fait. mais si tu veux, c'est. Ouais, ça m'a. Parce que j'ai eu pas mal de témoignages. Et c'est quelque chose qui me touche encore parce que je pense que je m'en rends pas bien compte, quoi. Tu vois? Je m'en rends pas bien compte parce que pour moi, ça a toujours été vraiment un jeu. Merci beaucoup, Fabien. Avec grand plaisir. Cette longueur d'échange. On va juste passer au face-à-face. Une question, une réponse, rapidement. Ton plus bel arrêt? Je suis dans la merde. France-Portugal à l'Euro. Ce qui te fascine chez les gardiens? Cette force mentale. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Le gardien qui subit et qui, quand il prend un but, il lève les bras et c'est la faute des défenseurs, c'est insupportable. Ou alors celui qui fait un super arrêt et qui saute partout. Et je l'ai fait, hein. Mais bon, j'étais un jeune con, j'avais 20 ans. La charnière la plus forte devant toi? La défense, De Sailly, Blanc, Lisa et Tutu sur le côté, vraiment solide. Justement, Laurent Blanc, ce bisou, il vient d'où? Oh, ça... C'est une longue histoire. L'attaquant le plus coriace face à toi? Il y en a eu. Hein. Mais tu vois, je me rappellerai d'un Rudy Voleur à l'entraînement. Le mec, il te pétait tout. Un Ruud van Nistelrooy, pareil, à l'entraînement, le mec, à 3 mètres, si tu pouvais t'arracher la tête, il t'arrachait la tête. Quoi. En surnom, tu préférais Fabulous Fab ou le Divin Chauve? Franchement, ouais. Les deux me vont bien, ouais. Ça passe. Ton modèle? Joël Batz. Les sensations d'un penalty arrêté ou d'un virage en course auto? Quand tu le prends bien, tu sais, quand tu prends bien le virage, que tu as gagné tu sens vraiment la voiture pivoter en même temps que toi, c'est une sensation, quand tu es bien, on va dire, c'est vraiment que tu vis avec la voiture, que, on va dire, tu l'as fait tourner sur les freins, là. Et que tu sens l'arrière qui vient avec toi, sans trop bouger le volant, c'est une super sensation. Mais bon, rien ne vaut quand même un bon petit péno. Arrêtez. L'exercice que tu détestais? À l'entraînement. Et pourtant, il est hyper important, les étirements. Ton geste préféré? La relance. De retour dans un staff comme consultant ou entraîneur des gardiens, possible ou inenvisageable? Compliqué vu que compliqué vu que je partage pas trop la philosophie du poste, donc compliqué. Ouais. La marionnette des Guignols, drôle ou relou à force? Non, c'est rigolo. Ouais, c'était rigolo. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien de but? Aucun. Et le conseil que tu donnerais au Fabien Barthez né à Lavelanet? Régalez-vous, amusez-vous, faites plaisir, jouez comme vous le ressentez vous et soyez surtout vous-même, quoi. Restez vous-même. Merci beaucoup, Fabien. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir accepté, de m'avoir fait confiance, de partager ce moment, d'avoir offert... On est entre gardiens, tu sais ce que c'est. La confiance, c'est vraiment le gros truc bien écrit en gras du gardien, quoi. Et en petit, tu vas mettre la croix et tu vas mettre ceci, cela. Mais c'est tout ça, c'est vraiment le gardien, c'est le mot vraiment confiance. Eh ben, merci beaucoup d'avoir... partager ce moment à tous les auditeurs de La Voix des Gardiens. Voilà, je le dis maintenant que l'épisode est fini, t'étais mon idole et ça me fait plaisir de faire cet épisode-là et surtout que tu offres cette heure d'échange aux auditeurs de La Voix des Gardiens. Merci. Et merci à toi aussi pour ta confiance, merci vraiment de faire ce que tu fais pour les gardiens parce que je crois que ça n'existe pas.
Donc t'innoves dans le truc, on va dire, c'est dans la bonne évolution du poste, pas comme certains. Voilà, et d'avoir discuté un peu avec toi, et je pense qu'on partage un peu, il me semble qu'on partage un peu la même philosophie du poste, donc c'est rassurant et ça fait du bien, quoi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, suivis et soutenus pendant cette saison 3. J'espère que ce dernier épisode vous a plu. C'est avec Fabien Barthez que la saison 3 se termine. Après les saisons 1 et 2, 15 nouveaux invités se sont confiés à ce micro depuis septembre, avec du football, du handball, du cécifoot et du waterpolo. Pour ceux qui découvrent la Voix des Gardiens avec cet épisode, je vais les citer et ce sera l'occasion pour moi de les remercier de m'avoir accordé de leur temps pour vous partager leur passion du poste. Alessandro Bartolumucci, Michel Hétor, le duo Donovan Léon, Olivier Lagarde, Jérémy Janot, Franck Raviot, Nicolas Dehon, Pascal Olmeta, Thierry Omeyer, Bernard Lama, Hugo Fontani, Michael Landreau, Paul Nardi, Lionel Letizy, Cédric Carasso et les 3 gardiennes de l'équipe de France pour un épisode hors série, Pauline Perrot-Magnien, Constance Picot et Justine Leron. 37 épisodes vous attendent désormais pour vous occuper pendant ces vacances et avant la reprise de la saison sportive. Une saison que vous pourrez préparer avec Decathlon. J'en profite pour les remercier de l'accompagnement sur chaque épisode de cette année 2025. Leur engagement auprès des gardiens grandit de jour en jour ces dernières années, avec en plus des produits de très bonne qualité. En attendant de vous faire gagner des cadeaux tout l'été sur les réseaux sociaux de la Voix des Gardiens, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de la Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.